Mesdames, Messieurs les représentants, Mesdames, Messieurs, alors que je prends la parole devant cette Assemblée en tant que président pour la dernière fois, je voudrais vous faire le récit des progrès que nous avons réalisés ces 8 dernières années. De la pire crise financière de notre époque, nous avons coordonné des efforts pour faire face à la catastrophe et pour relancer l'économie. Nous avons éliminé des refuges de terroristes, nous avons renforcé les régimes de non-prolifération. Nous avons réglé la question nucléaire iranienne grâce à la diplomatie. Nous avons ouvert nos relations avec Cuba et nous avons aidé la Colombie à mettre un terme à la guerre la plus longue de l'Amérique latine. Et nous avons salué un nouveau dirigeant élu démocratiquement au Myanmar. Notre assistance aide les gens à se nourrir, à s'occuper des malades, à donner de l'électricité à des communautés en Afrique et à promouvoir le développement plutôt que la dépendance. Et les institutions internationales comme la Banque mondiale et comme le Fonds monétaire international sont aujourd'hui plus représentatives. Nous établissons un cadre pour protéger notre planète contre les ravages du changement climatique. C'est là un travail très important qui fait vraiment quelque chose au niveau de la vie des gens et cela n'aurait pas été possible si nous n'avions pas travaillé ensemble. Et pourtant, dans le monde entier, nous voyons les mêmes forces de l'intégration mondiale qui nous ont rendus interdépendants mettre en évidence des failles terribles de l'ordre international. Nous le voyons dans les gros titres tous les jours dans le monde entier. Les réfugiés traversent les frontières, fuyant des conflits brutaux. Les perturbations financières continuent d'avoir un impact sur nos travailleurs et sur des communautés entières. Dans des régions importantes du Moyen-Orient, la sécurité de base, l'ordre de base n'existe plus. Trop de gouvernements censurent les journalistes, empêchent les communications. Les réseaux terroristes utilisent les médias sociaux pour influencer nos jeunes et pour mettre en péril nos sociétés ouvertes et pour semer la colère contre des migrants innocents, contre des musulmans. Des nations puissantes contestent les contraintes que leur impose le droit international. C'est le paradoxe qui définit notre monde aujourd'hui. 25 ans après la fin de la guerre froide, le monde, à de nombreux égards, est moins violent et plus prospère que jamais. Et pourtant, nos sociétés sont pleines d'incertitudes, de malaise, de discorde. Malgré d'immenses progrès, alors que les êtres humains perdent leur confiance à l'égard des institutions, il est plus difficile de gouverner. Les tensions entre les nations apparaissent plus rapidement. Et je pense donc qu'aujourd'hui, nous faisons tous face à un choix. Nous pouvons choisir de poursuivre nos efforts avec un meilleur modèle de coopération et d'intégration ou nous pouvons reculer vers un monde gravement divisé et en fin de compte allant vers le conflit entre nations, tribus, races et religions. Je voudrais suggérer aujourd'hui que nous devons aller de l'avant et non pas reculer. Je pense, aussi imparfaits qu'ils soient, les principes du marché ouvert et de la gouvernance responsable, de la démocratie, des droits de l'homme et du droit international que nous avons façonnés restent la fondation la plus solide pour les progrès de l'homme en ce siècle. Je présente cet argument non pas de façon théorique ou idéologique, mais je me base sur les faits. Des faits qui trop souvent sont oubliés face aux événements immédiats.
Voici le fait le plus important. L'intégration de notre économie mondiale a amélioré la vie de milliards d'hommes, de femmes et d'enfants. Ces 25 dernières années, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté extrême a diminué de 40%, arrivant à 10% de l'humanité. C'est un résultat sans précédent et ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est-à-dire que les enfants ont suffisamment à manger, les femmes qui accouchent ne meurent pas. En attendant, le code génétique devrait permettre de guérir des maladies qui nous font souffrir depuis des siècles. L'Internet peut apporter toutes les connaissances possibles à une jeune villageoise grâce à un petit appareil. Dans les domaines de la médecine, des communications, de l'industrie, nous avons une transformation dans la façon dont nous vivons qui rappelle la révolution industrielle. Et aujourd'hui, ainsi, une personne qui naît aujourd'hui a plus de probabilité d'avoir une longue vie en bonne santé, plus que jamais dans l'histoire de l'humanité. En outre, l'effondrement du colonialisme et du communisme a permis à davantage de personnes de vivre en choisissant leur mode de vie. Malgré les zones inquiétantes où la liberté semble reculer, le fait est que le nombre de démocraties dans le monde a presque doublé ces 25 dernières années. Dans des zones reculées de la planète, les citoyens demeurent que l'on respecte la dignité des êtres humains, indépendamment de leur sexe, de leur religion, de leur handicap, de leur orientation sexuelle. Et ceux qui nient cette dignité aux autres se voient blâmés publiquement. Une explosion de médias sociaux permet aux citoyens de s'exprimer. Cela augmente les attentes quant à ceux qui ont le pouvoir. En effet, notre ordre international est une telle réussite que nous pensons qu'il est normal que les grandes puissances n'aient plus de guerre mondiale. La fin de la guerre froide a également permis d'éliminer la menace d'une catastrophe nucléaire. En Europe, nous avons une Union Pacifique, en Chine, en Inde, une croissance solide se poursuit. Je dis cela non pas pour passer sous silence les défis auxquels nous faisons face ou pour être complaisants. Plutôt, je pense que nous devons reconnaître ces accomplissements pour avoir la confiance de poursuivre nos efforts et pour veiller à ne pas abandonner les choses qui, justement, ont permis de réaliser ces progrès. Pour aller de l'avant, cependant, nous devons vraiment reconnaître que l'intégration mondiale exige un changement de trajectoire. Trop souvent, ceux qui parlent des avantages de la mondialisation ne tiennent pas compte des inégalités au sein des nations et entre les nations. Ils ne tiennent pas compte des appels lancés par certaines identités sectaires et ainsi les institutions internationales sont mal équipées, n'ont pas suffisamment de ressources pour pouvoir relever les défis transnationaux. Alors que ces problèmes réels sont négligés, d'autres visions se sont fait jour dans les pays riches et dans les pays pauvres. Le fondamentalisme religieux, la politique de l'ethnicité, des tribus, des sectes, le nationalisme agressif, un populisme grossier, souvent de l'extrême gauche, et aussi de l'extrême droite, se manifeste. Nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de ces visions. Elles sont puissantes. Elles reflètent l'insatisfaction d'un trop grand nombre de nos citoyens. Je ne pense pas que ces visions puissent apporter la prospérité sur le long terme. Mais
Je suis convaincue que ces visions ne reconnaissent pas notre humanité commune à un niveau tout à fait fondamental. En outre, je pense que l'accélération des télécommunications, des technologies et des voyages, ainsi que l'économie mondiale qui dépend d'une chaîne d'approvisionnement mondiale, en fait, feront échouer tous ceux qui veulent anéantir ces progrès. Aujourd'hui, une nation entourée de murs ne serait que dans une prison. Donc, la réponse ne peut pas être un simple rejet de l'intégration mondiale. Nous devons plutôt travailler ensemble pour veiller à ce que les avantages de cette intégration soient largement partagés. Nous devons veiller à ce que les perturbations économiques, politiques et culturelles qui sont causées par l'intégration soient dûment prises en compte. Ce n'est pas le moment de parler de politique, de modèle de politique, mais je voudrais parler de certaines questions à propos desquelles, à notre avis, nous devons faire mieux tous ensemble. Tout d'abord, il faut que l'économie mondiale fonctionne mieux pour tous et non pas seulement pour ceux qui se trouvent au sommet. Les marchés ouverts, le capitalisme ont relevé les niveaux de vie sur toute la planète. Cependant, la mondialisation, avec des progrès rapides en matière de technologie, a également affaibli la position des travailleurs et leur capacité d'obtenir un salaire décent. Dans des économies avancées comme la mienne, les syndicats sont minés et de nombreux emplois dans l'industrie ont disparu. Souvent, ceux qui bénéficient le plus de la mondialisation ont utilisé leur pouvoir politique pour continuer de saper la position des travailleurs. Dans les pays en développement, les syndicats souvent sont opprimés et la croissance de la classe moyenne est ainsi compromise. Les politiques mercantilistes de certains pays menacent de saper le consensus à la base du commerce international. En attendant, les capitalistes internationaux n'ont pas besoin de rendre des comptes. Par exemple, il y a les refuges fiscaux, les systèmes bancaires qui sont dans l'ombre. Un monde où 1% de l'humanité contrôle autant de richesses que les 99% restants ne sera jamais stable. Je sais que ces fossés entre riches et pauvres ne sont pas nouveaux, mais de même qu'un enfant dans un bidonville aujourd'hui peut voir un gratte-ciel tout près, les technologies permettent à chacun de voir comment les plus privilégiés vivent et ils peuvent voir même le contraste entre leur vie et celle des autres. Les attentes montent à ce moment-là plus rapidement que ce que peuvent faire les gouvernements et un sentiment d'injustice fondamentale sape la foi des êtres humains dans les systèmes en place. Donc, comment remédier à ces déséquilibres? On ne peut pas empêcher les migrations, de même qu'on ne peut pas faire reculer les technologies. On ne peut pas non plus revenir au modèle du passé. Si nous lançons des guerres commerciales, si nous avons en introduisant des subventions et si nous comptons trop sur les ressources naturelles au lieu d'innover, ces approches nous rendront pauvres collectivement. Et sans doute, elles nous mèneront plus probablement à des conflits. Et le contraste important entre, disons, la République de Corée et le désert de la Corée du Nord montre que les économies à planification centralisée ne mènent nulle part. Mais je pense vraiment qu'il y a d'autres voies en encourageant l'innovation, la croissance et en offrant souvent en permettant les opportunités personnelles et le succès national. Il ne faut pas succomber à un capitalisme qui ne bénéficie qu'à quelques-uns. Il faut que le capitalisme reconnaisse que les économies réussissent mieux lorsque nous comblons les fossés, lorsque la croissance a une base large. Et cela veut dire respecter les droits des travailleurs pour qu'ils puissent créer des syndicats, pour qu'ils puissent avoir un salaire décent. Cela veut dire investir dans les êtres humains, dans leurs compétences, leur éducation, leur capacité de faire d'une idée
une activité commerciale. Cela veut dire renforcer la sécurité des gens. Cela veut dire leur permettre de prendre plus de risques pour lancer une entreprise, de nouveaux projets. Ce sont les politiques que j'ai poursuivies aux États-Unis avec des résultats évidents. 15 millions de nouveaux emplois ont été créés après la récession. Le 1% supérieur avait 90% de la croissance de la richesse, mais aujourd'hui, ce chiffre a été divisé de moitié. L'année dernière, la pauvreté a baissé le plus rapidement des 15 dernières années. Avec des investissements dans l'éducation, dans les recherches, dans la médecine, je suis confiant. Je pense que ces progrès vont se poursuivre. Donc, de même que j'ai poursuivi ces mesures ici aux États-Unis, de même les États-Unis travaillent avec de nombreuses nations pour remédier aux excès du capitalisme, non pas pour punir de la richesse, mais pour prévenir les crises. C'est pourquoi nous voulons établir des règles claires pour la fiscalité, les banques au plan international. Car une société qui demande moins aux oligarques a des citoyens qui perdent. C'est pourquoi nous voulons de la coopération pour éliminer la corruption et pour tracer les dollars illicites, car les marchés créent davantage d'emplois lorsque, à la base, il y a un dur travail qui est fait et plutôt que l'extorsion. C'est pourquoi nous recherchons des accords commerciaux pour relever les normes en matière de travail, comme nous l'avons fait avec le partenariat transpacifique, de façon à ce que les avantages soient plus largement partagés. Et de même que nous bénéficions de la lutte contre les inégalités au sein de nos pays, je pense que les économies avancées doivent faire davantage pour combler le fossé entre nations pauvres et nations riches dans le monde entier. Cela est difficile politiquement. Il est difficile de dépenser en assistance étrangère, mais je ne pense pas que ce soit là de la charité. Pour la petite part de ce que nous dépensons en Irak pour la guerre, nous pourrions appuyer des institutions de façon à ce que des États fragiles ne s'effondrent pas et nous pourrions investir dans de nouvelles économies qui offriront ensuite des marchés à nos biens. Ce n'est pas seulement une chose qui est juste, c'est une chose intelligente à faire. Et c'est pourquoi nous poursuivons nos efforts dans la lutte contre le changement climatique. Si nous n'agissons pas audacieusement, la facture que nous devrons payer impliquera des migrations de grande échelle, des villes submergées et des conflits nés du désespoir. L'accord de Paris nous donne un cadre d'action, mais uniquement si nous avons des ambitions et si nous ressentons l'urgence qu'il y a à mettre en œuvre l'accord et si nous aidons les pays pauvres à éviter les forces d'énergie destructrices. Donc, le Fonds vert pour le climat n'est qu'un début. Nous devons investir dans les recherches et encourager la création de nouvelles technologies et faire en sorte que ces technologies soient offertes aux pays pauvres à des coûts raisonnables. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons continuer de relever les gens, que nous pourrons sortir les gens de la pauvreté sans détruire notre planète irrémédiablement. Nous devons donc avoir de nouveaux modèles pour le marché international, des nouveaux modèles inclusifs, durables. Et de même, nous avons besoin de modèles de gouvernance inclusifs et responsables devant les populations. Je reconnais que tous les pays dans cette salle peuvent suivre le même modèle. Mais il y a une lutte entre la liberté et l'autoritarisme. Et je dois dire que je ne suis pas neutre dans cette lutte. Je crois au libéralisme, je crois aux élections, au gouvernement représentatif, et je crois également aux droits de l'homme et à la société civile, aux branches judiciaires indépendantes, à l'état de droit.
Je sais que certains pays qui reconnaissent les marchés libres rejettent toujours le modèle des sociétés libres. Et ceux d'entre nous, peut-être, qui appuient la démocratie, sont peut-être un peu découragés depuis la fin de la guerre froide, car nous avons appris que la démocratie libérale ne va pas déferler sur la planète de façon unifiée. En effet, il est difficile d'établir des institutions démocratiques. Les gains sont souvent fragiles. Quelquefois, nous faisons un pas en avant, puis deux pas en arrière. Et quelquefois, il y a des enclaves ethniques, des divisions tribales héritées du colonialisme. La vie politique, les élections, quelquefois, peuvent présenter des difficultés pour tous. Donc, il n'est pas surprenant quelquefois que certains pensent que l'avenir appartient à ceux qui sont forts et puissants. Un modèle qui va du haut vers le bas, plutôt que de solides institutions démocratiques. Mais je pense que cette façon de voir les choses est erronée. Je pense que la vraie démocratie représente la meilleure option. Je pense qu'au XXIe siècle, les économies ne peuvent atteindre qu'un certain niveau avant de devoir s'ouvrir à l'extérieur, car les entrepreneurs doivent avoir accès aux informations. Les jeunes doivent avoir une éducation globale pour prospérer. Les médias indépendants doivent pouvoir arrêter les abus du pouvoir. Sans une telle évolution, en fin de compte, on ne répondra pas aux attentes des peuples. Et l'histoire montre que alors il n'y a que deux options pour l'autoritarisme: des oppressions permanentes qui mènent à la guerre civile ou faire des ennemis à l'étranger des boucs émissaires, ce qui peut conduire à la guerre. Et je le dis, ma conviction selon laquelle les gouvernements doivent servir les individus et non pas le contraire est basée sur l'histoire de l'Amérique. Notre tradition a commencé avec une promesse de liberté applicable à quelques-uns seulement. Mais en raison de nos idées, de nos idéaux, les êtres humains ont pu protester, ont pu s'organiser, et en fin de compte, ces idées l'ont emporté. Nos idéaux ont ouvert les portes aux femmes et aux travailleurs de façon à ce que notre économie devienne plus productive. Ainsi, les innovateurs ont eu la possibilité de transformer tous les domaines de l'activité humaine. Ainsi, quelqu'un comme moi a pu être élu président des États-Unis. Donc oui, mes vues sont dues à l'expérience de l'Amérique, mais je ne pense pas que ce récit soit unique à l'Amérique. Vous voyez les transformations qui ont lieu dans des pays tout à fait différents les uns des autres, le Japon, le Chili, l'Indonésie, le Botswana. Les pays qui ont réussi sont des pays où les populations ont un enjeu, des intérêts. En Europe, les progrès de ces pays, dans l'ancien bloc soviétique, qui ont adopté la démocratie, sont tout à fait un contraste immense par rapport à ceux qui ne l'ont pas fait. Après tout, le peuple ukrainien est descendu dans la rue, non pas parce qu'il y avait un complot imposé de l'extérieur, ils sont descendus dans la rue parce que leur leadership était à vendre et ils n'avaient pas d'autre recours. Ils ont demandé le changement parce qu'ils ont vu une vie meilleure dans les Baltiques, dans les pays baltes et en Pologne, au sein de sociétés qui étaient plus libérales, démocratiques et ouvertes que la leur. Donc ceux qui croient à la démocratie, nous devons parler haut et fort, car à la fois les faits et l'histoire, je pense,
sont de notre côté. Cela ne veut pas dire que les démocraties sont parfaites, mais cela veut dire que ce qu'il faut pour nos démocraties, c'est un plus grand engagement de la part de nos citoyens et pas moins d'engagement. Oui, en Amérique, il y a trop d'argent dans la politique, trop de division entre les partis, trop peu de participation de la part des citoyens, en partie parce que le système fragmenté rend le vote difficile. En Europe, Bruxelles, bien intentionnée, souvent s'est trouvée trop isolée en raison des politiques nationales. Trop souvent, dans les capitales, les décideurs oublient que la démocratie doit se fonder sur l'engagement civique à la base et non pas être basé sur la gouvernance du haut vers le bas. Ce sont de vrais problèmes que ceux-ci. Et en tant que dirigeants de gouvernement démocratique, nous devons en faire davantage pour donner l'exemple. En outre, chaque pays organise son gouvernement sur la base de siècles d'histoire, sur la base de sa géographie et des convictions de ses peuples. Une société traditionnelle peut accorder de la valeur à l'unité et à la cohésion plus qu'un pays divers comme le mien, qui a été fondé sur une idée radicale à l'époque, l'idéal de la liberté des êtres humains individuels. Mais cela ne veut pas dire que les gens en Asie, en Afrique ou au Moyen-Orient préfèrent un gouvernement arbitraire ou qui leur nie toute voix dans les décisions qui façonnent leur vie. Et si quelqu'un doute de l'universalité de ce désir, écoutez les jeunes partout dans le monde qui demandent la liberté, la dignité et la possibilité de contrôler leur propre vie. Cela me conduit à la troisième chose que nous devons faire. Nous devons rejeter toute forme de fondamentalisme ou de racisme ou toute croyance de supériorité ethnique qui font que nos identités traditionnelles deviennent irréconciliables avec la modernité. À la place, nous devons embrasser la tolérance qui découle du respect de tous les êtres humains. Il est évident que l'intégration mondiale a conduit à une collision des cultures. Le commerce, l'immigration, l'Internet, tout cela peut représenter un défi pour nos identités les plus importantes. Des sociétés libérales expriment leur opposition lorsque les femmes choisissent de se couvrir. Des protestations sont la réaction à des dessins parus dans des journaux occidentaux qui sont des caricatures du prophète Mohammed. Dans un monde qui a laissé de côté les empires, la Russie s'efforce de retrouver la gloire de son passé. Les puissances asiatiques ont différentes revendications en Europe et aux États-Unis. Les gens sont préoccupés par les changements démographiques. Il n'y a pas de réponse aisée à toutes ces forces sociales et nous devons respecter les traditions des peuples, leur religion, leur ethnicité, leur nation. Mais je ne pense pas que les progrès soient possibles si notre désir de préserver nos identités nous fait déshumaniser ou dominer un autre groupe. Si notre religion conduit à la persécution d'autres religions, si nous enfermons les gens qui sont gays, si nos traditions empêchent nos filles d'aller à l'école, si nous établissons des règles discriminatoires sur la base de la race ou des tribus ou des ethnicités, les liens fragiles de la civilisation sont menacés.
Nous voyons ces mentalités dans trop de régions au Moyen-Orient. Dans cette région, le chaos est alimenté par des dirigeants qui cherchent leur légitimité, non pas auprès de leur peuple, mais à d'autres sources, en persécutant l'opposition politique, en diabolisant d'autres sectes religieuses, en réduisant l'espace public à la mosquée et dans trop d'endroits, en proposant des options de certaines perversions de l'islam. Ces forces se sont développées au cours des années et alimentent la tragique guerre civile en Syrie et la menace obscurantiste de l'EIEL. Il ne sera pas aisé de remédier rapidement à ce sectarisme et à cet extrémisme. Aucune puissance extérieure ne peut obliger différentes communautés religieuses à coexister. Mais je pense que nous devons être honnêtes quant à la nature de ces conflits. Et la communauté internationale doit continuer de coopérer avec ceux qui s'efforcent de construire plutôt que de détruire. Et il y a une composante militaire. Il faut être unis et courageux pour détruire les réseaux tels que l'EIL qui n'ont aucun respect pour la vie humaine. Et en Syrie également, là où aucune victoire militaire n'est possible, nous allons devoir poursuivre le difficile travail de la diplomatie pour mettre un terme à la violence, pour apporter l'aide à ceux qui en ont besoin et pour appuyer ceux qui recherchent un règlement politique. Pour tous les conflits de la région, nous devons insister pour que toutes les parties reconnaissent leur humanité commune et pour mettre un terme à ces guerres par intermédiaires qui alimentent le chaos. Tant que l'on n'aura pas répondu aux questions relatives à la coexistence des communautés, l'extrémisme continuera d'exister et les êtres humains continueront de souffrir et l'extrémisme continuera d'être exporté et le monde est trop petit pour que nous puissions simplement construire un mur pour protéger nos sociétés. Et ce qui est vrai au Moyen-Orient est vrai pour tous. Sans doute, on peut honorer et préserver les traditions religieuses tout en enseignant aux jeunes les sciences et la mathématique plutôt que l'intolérance. Certainement, nous pouvons conserver nos traditions uniques en accordant aux femmes un rôle juste dans la vie politique et économique de leur nation. Certainement, nous pouvons rallier les nations autour de la nécessité de garantir un traitement égal pour tous, pour les communautés, quand il s'agit par exemple de minorités religieuses au Myanmar ou de minorités ethniques au Burundi ou une minorité raciale comme ici aux États-Unis. Et certainement, les Israéliens, les Palestiniens, il est dans l'intérêt des Israéliens, des Palestiniens, que les Palestiniens rejettent les incitations à la haine et reconnaissent la légitimité de l'État juif et que Israël reconnaisse qu'il ne peut pas, de façon permanente, occuper les terres palestiniennes. Nous devons tous faire mieux en tant que dirigeants, affaiblissant plutôt qu'encourageant une notion d'individualité qui diminue les autres. Ce qui me conduit à la quatrième chose que nous devons faire. Nous devons continuer d'être engagés à l'égard de la coopération internationale en nous fondant sur les droits et les responsabilités des nations. En tant que président des États-Unis, je sais que pendant toute l'histoire de l'humanité, le pouvoir n'a pas toujours été unipolaire. La fin de la guerre froide a peut-être fait que trop oublient cette vérité aujourd'hui. J'ai vu que quelquefois,
Nos adversaires et certains de nos alliés pensent que tous nos problèmes sont soit causés par Washington, soit devraient être réglés par Washington. Et peut-être que trop de gens également à Washington pensent cela. Mais je pense que les États-Unis ont été une rare superpuissance dans l'histoire de l'humanité, dans la mesure où les États-Unis ont été prêts à considérer plus que leurs propres intérêts. Nous avons fait, bien sûr, des erreurs ces 25 dernières années, j'en ai reconnu certaines. Cependant, nous nous sommes employés, quelquefois avec de grands sacrifices, nous nous sommes employés à aligner nos actions sur nos idéaux. Et je crois que grâce à cela, nous avons été une force pour le bien. Nous avons renforcé la sécurité de nos alliés, nous avons agi pour protéger les vulnérables, nous avons appuyé les droits de l'homme et nous avons accepté que nos actions soient examinées. Nous avons lié notre pouvoir au droit international et aux institutions internationales. Nous avons reconnu nos erreurs et nous nous sommes engagés à faire reculer la pauvreté, la faim et les maladies au sein de nos frontières et au-delà. Et je suis fier de cela. Mais je sais également que nous ne pouvons pas faire cela seuls. Et je crois que pour relever les défis de ce siècle, nous devrons tous faire davantage pour renforcer les capacités internationales. Nous ne pourrons échapper à la perspective d'une guerre nucléaire à moins de nous engager fermement à l'égard de la cessation de la diffusion des armes nucléaires. Lorsque l'Iran accepte des limitations à son programme nucléaire, cela renforce la sécurité mondiale et cela permet à l'Iran de travailler avec d'autres nations. Cependant, lorsque la Corée du Nord fait un essai nucléaire, cela nous met tous en danger. Et un pays qui fait cela doit faire face aux conséquences. Et les nations qui ont des armes nucléaires, comme les États-Unis, ont une responsabilité unique, celle de s'efforcer de réduire les réserves d'armes nucléaires, tout en réaffirmant certains principes de base, comme par exemple l'engagement de ne jamais les réutiliser. Nous pouvons combattre une maladie telle le Zika, qui ne reconnaît pas les frontières, les moustiques ne respectent pas les murs, à moins que nous n'apportions le même sentiment d'urgence que ce que nous avons fait pour Ebola, en renforçant nos propres systèmes de santé publique, en investissant dans les traitements et en éliminant les causes profondes des maladies et en aidant les pays pauvres à mettre en place des structures médicales. Nous ne pouvons éliminer la pauvreté extrême que si les objectifs de développement durable que nous avons fixés sont réalisés. Il ne reste pas simplement couché sur le papier. L'ingénuité humaine nous donne la capacité maintenant de nourrir chacun et de donner à nos enfants, y compris nos filles, une éducation qui est le fondement de toutes les possibilités de notre monde. Et nous pouvons réaliser les promesses de l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire remédier aux ravages de la guerre grâce à la coopération, si les nations puissantes comme la mienne acceptent certaines restrictions. Quelquefois, dans mon propre pays, on me critique car je crois aux normes internationales, aux institutions internationales, mais je suis convaincue que sur le long terme, renoncer à une certaine marge de manœuvre sans renoncer à notre capacité de nous protéger ou de protéger nos propres intérêts, mais nous attacher aux règles internationales sur le long terme renforce notre sécurité. Et je crois que cela est vrai, non pas seulement pour nous. Si la Russie continue de s'ingérer dans les affaires de ses voisins, elle est peut-être populaire dans le pays, cela fait naître une ferveur nationale, mais sur le plus long terme, cela pourrait diminuer le statut de la Russie et rendre ses frontières moins sûres. En mer de Chine du Sud, un règlement pacifique des différends apporterait bien plus de stabilité que la militarisation de quelques récifs.
Nous sommes tous des parties prenantes dans ce système international qui nous appelle tous à investir dans le succès des institutions auxquelles nous partageons. Et une bonne chose, de nombreuses nations ont montré les progrès qui sont possibles de cette façon. Voyez ce que nous avons accompli ici ces quelques dernières années. Ensemble, nous avons mobilisé 50 000 hommes de plus pour le maintien de la paix de l'ONU. Ils sont maintenant plus rapides, mieux équipés, ils sont mieux à même de faire face aux urgences. Ensemble, nous avons établi un partenariat de gouvernement ouvert pour que la transparence donne davantage de moyens au peuple du monde entier. Et ensemble, aujourd'hui, nous devons ouvrir nos cœurs et faire davantage pour aider les réfugiés qui désespérément cherchent un toit. Nous devons tous nous féliciter des annonces d'assistance faites à l'Assemblée générale. J'en parlerai davantage cet après-midi, mais nous devons donner suite à ces promesses, même lorsque cela est difficile politiquement, car aux yeux des hommes, femmes et enfants innocents qui ont dû fuir tout ce qu'ils connaissaient, tout ce qu'ils aimaient, contre leur volonté. Nous devons avoir suffisamment de compassion. Nous devons imaginer ce que cela serait pour nous, pour nos familles, pour nos enfants, si ces malheurs nous arrivaient à nous. Et en fin de compte, notre monde sera plus sûr, nous devons le savoir, si nous aidons ceux qui sont dans le besoin. De nombreuses nations aujourd'hui font ce qui est juste, mais certaines, en particulier des nations riches qui ont des avantages géographiques, pourraient faire davantage, même si ces nations insistent sur le fait que les réfugiés doivent faire davantage pour s'adapter aux coutumes et aux conventions des communautés qui les accueillent. Je voudrais conclure en disant que je reconnais que l'histoire est différente de ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Il y a une façon de voir l'histoire bien plus cynique. Les gens sont trop souvent motivés par l'avidité, par le pouvoir. Les grands pays de tout temps ont fait pression sur les plus petits. Les tribus, les groupes ethniques, les États-nations, souvent ont trouvé plus facile de se définir selon ce qu'ils détestaient plutôt que de se baser sur les idées qui les unissaient. Les êtres humains fréquemment ont pensé qu'ils arrivaient à une période de lumière, mais ensuite des cycles de conflits et de souffrance ont repris. Nous devons, c'est peut-être notre destin, mais nous devons nous souvenir que les choix des êtres humains individuels ont conduit à des guerres mondiales. Mais de même, les choix d'êtres humains ont permis de créer l'Organisation des Nations Unies de façon à ce qu'une guerre telle que celle-ci ne pourrait jamais se reproduire. Chacun d'entre nous, en tant que dirigeant, chaque nation peut rejeter ceux qui font appel à nos pires instincts. Nous devons choisir ceux qui font appel à nos meilleurs instincts. En effet, nous avons vu que nous pouvons choisir notre histoire. Un jeune Martin Luther King, emprisonné, a écrit « Les progrès de l'humanité ne sont jamais inévitables. Ils ont lieu grâce aux efforts inlassables d'hommes et de femmes prêts à être les partisans ou les collègues de Dieu. »
J'ai vu cet esprit parmi des jeunes qui sont plus tolérants, plus éduqués, plus inclusifs, plus divers et plus créatifs que notre génération, qui ont plus de compassion à l'égard des autres êtres humains que ceux de générations précédentes. Et oui, c'est dû en partie à l'idéalisme de la jeunesse, mais c'est également dû au fait que les jeunes ont accès à des informations sur d'autres peuples et d'autres endroits. Ils comprennent ainsi de façon unique que leur avenir est lié au destin d'autres êtres humains de l'autre côté de la planète. Je pense aux milliers d'agents sanitaires du monde entier qui se sont portés volontaires pour combattre Ebola. Je me souviens des jeunes entrepreneurs que j'ai rencontrés qui créent des entreprises à Cuba, les parlementaires qui étaient autrefois des prisonniers politiques au Myanmar. J'ai rencontré des jeunes filles qui ont le courage d'aller à l'école en Afghanistan. Et je pense également aux étudiants universitaires qui ont commencé à lancer des programmes pour rejeter l'extrémisme de l'EIL. Je tire de la force de jeunes Américains, des entrepreneurs, des activistes, des soldats, de nouveaux citoyens qui refaçonnent notre nation, qui ne sont pas enchaînés par l'habitude et les conventions, qui ne se limitent pas à ce qui est et qui sont prêts à rechercher ce qui devrait être. Ma propre famille émane des traditions de différentes régions du monde. De même que l'Amérique a été construite grâce à des immigrants venus du monde entier. Et dans ma vie, dans mon pays et en ma qualité de président, j'ai appris que nos identités ne doivent pas nécessairement être définies par l'oppression des autres. Nos identités, au contraire, peuvent être renforcées grâce aux autres. On n'a pas besoin de se définir par notre opposition à l'égard des autres. Nos identités peuvent être basées sur la liberté, l'égalité et la justice. L'adoption de ces principes universels n'affaiblit pas ma fierté particulière à l'égard de l'Amérique et mon amour pour l'Amérique. Au contraire, l'adoption de ces principes renforce ces sentiments. Cela ne diminue pas mon engagement à l'égard de ceux qui, comme moi, sont fidèles à leur drapeau. Cependant, ces idées m'obligent à faire preuve d'imagination morale, m'obligent à reconnaître que je peux mieux servir mon propre peuple en recherchant ce qui est juste pour mon peuple, en recherchant ce qui est juste pour tous, pour mes enfants, pour mes filles, mais également pour vos enfants. Voilà ce que l'on veut dire par être les collègues de Dieu. Notre leadership, nos gouvernements et l'Organisation des Nations Unies devraient refléter cette vérité irréductible. Je vous remercie. Les États-Unis ont été une force pour le bien. Dernier discours de Barack Obama devant l'Assemblée générale des Nations unies.